Voilà, monsieur, bonsoir. Une petite centaine d'employés au service des pièces détachées, une autre centaine pour la maintenance et l'administration. C'est tout ce qui reste pour l'instant et c'est provisoire. C'est tout ce qui reste à l'entreprise Matra de Romorantin. Tous les autres employés, 750 environ, sont depuis quelques heures sans travail. Jean-Pierre Brusseau et Alexis Delcourt ont assisté cet après-midi à la fermeture de l'usine Matra de Romorantin. Grande tristesse cet après-midi à l'usine Matra de Romorantin, où l'activité automobile cesse officiellement ce soir. Après un repas pris en commun, une partie des 948 salariés licenciés s'est réunie pour la dernière fois dans la cour de l'entreprise. J'ai un sentiment d'amertume, j'ai une boule dans la gorge, c'est difficile de parler. Ça fait 26 ans que je travaille chez Matra, donc c'est toute une vie que je laisse derrière moi, une vie que je ne pourrais pas oublier. J'ai mal au cœur. En arrière-pensée, c'est sûr qu'on en a gros sur la patate. Je veux dire, de quitter au bout de presque 30 ans d'ancienneté, ce qui nous a nourris pendant des années. On a construit notre vie presque sur l'usine. Et de se retrouver du jour au lendemain comme ça, brutalement plongé dans la réalité qu'on va se retrouver de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire on va se retrouver parmi les chômeurs. Après 20 ou 30 ans de travail, personne n'accepte la décision de fermeture de l'usine. L'incompréhension est totale. On sait aujourd'hui que quand des grandes sociétés comme ça prennent des décisions, elles sont prises avec leurs actionnaires, avec les fonds de pension américains, avec tout ce qu'on veut. Et c'est difficile pour une armée de Sologno de combattre. C'est un peu le combat d'Astérix contre les Romains. Sauf que dans Astérix, ça finit bien. Aujourd'hui, ici, ça finit plutôt mal. La solidarité, on ne doit pas la perdre ce soir quand on rentre chez soi. En attendant de recevoir leur lettre de licenciement, une partie du personnel a décidé de créer une association d'aide ouverte à tous les salariés. Sa première assemblée aura lieu le 24 juin à 14h. Les chiffres du chômage sont repartis à la hausse et les plans sociaux se succèdent. À Romorantin, où était fabriqué l'Aventagne par Matra, les salariés ont appris en même temps la fermeture de leur usine et la mort de leur PDG, Jean-Luc Lagardère. Au fil des ans, ce sont 3000 emplois qui ont été supprimés dans ce site sans susciter de grandes protestations. Enquête sur ce séisme industriel par Xavier Nézé et Jean-Paul Cueff. Sardanapale, la légende de Sardanapale. Le dernier roi d'Assyrie ne supportait pas l'idée que ses conquêtes puissent lui survivre. Sur son bûcher mortuaire, il fit sacrifier ses trésors. Le samedi 15 mars, c'est Matra Automobile qu'on enterre. Les futurs licenciés font le deuil de l'usine de Romorantin et aussi celui de leur patron. Cette manifestation était pour eux l'une des dernières occasions de crier leur colère. Ironiquement, la mort de Jean-Luc Lagardère quelques heures plus tôt les contraint une fois de plus au silence. Une minute de silence en ton hommage. Merci. Le jour où Romorantin se décide enfin à manifester, il est trop tard. Depuis des mois, tout le monde, employés, politiques, industriels, tout le monde a regardé défiler les charrettes de licenciés, patiemment, premier responsable de ce mutisme, les salariés. Il est évident que quand on est à la fin d'un produit, d'une production, qui risque d'engendrer des diminutions de personnel et d'effectifs, l'ambiance n'y est plus, elle se dégrade rapidement. Les rumeurs vont bon train, les jalousies, les querelles, et puis tout ça engendre bien sûr une mauvaise ambiance. Il y a eu au départ un climat qui s'est créé au moment où l'équipe de nuit a été arrêtée. On commençait à nous faire comprendre que début d'année suivante, il y aurait des licenciements, que les postes étaient prévus en double, on ne savait pas trop où replacer les gens. Ensuite, je pense que c'est plus l'effet de voir tous les copains sortir des ateliers qui ont emmené les gens à y aller. À la fin de l'année 2001, la Renault Espace, un concept inventé par Matra, s'apprête à quitter Romorantin. L'Aventagne, censé prendre le relais, connaît un lancement commercial difficile. Il semble clair qu'il n'y aura bientôt plus assez de travail pour faire vivre 2500 salariés. La direction de Matra souhaite éviter un plan social qui ferait du bruit, qui nuirait à l'image de la marque. Elle lance alors un programme de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En clair, prends l'oseille et tire-toi. Plusieurs centaines de salariés acceptent d'être licenciés au prétexte de fautes professionnelles imaginaires, en échange d'un gros chèque et en toute discrétion. C'était surtout le fait que les gens s'en aillent par petits groupes, de manière à ne pas alerter
l'opinion publique, surtout, puis surtout les commandes, ça aurait pu influer aussi sur les commandes. C'est pas seulement chez Matra, hein, chez Moulinex, PEDA ou dans d'autres entreprises, y compris chez Vivendi, les directions d'entreprise considèrent qu'ils sont prêts à ouvrir leur portefeuille pour faire partir les gens afin que ceux-ci ne se mobilisent pas pour rester dans l'entreprise et se battre pour leur emploi. Près de 500 personnes vont ainsi partir volontairement. Puis à l'été 2002, ce sont ensuite les intérimaires qui sont remerciés, soit 500 emplois supplémentaires qui disparaissent. En octobre 2002, au moment où la dernière Espace sort des chaînes, Matra est cette fois obligé d'annoncer un vrai plan social avec 500 suppressions de postes encore. En un an, plus de 1500 emplois ont disparu, mais les salariés restent calmes. Matra n'a jamais vraiment dit ce qu'il voulait faire. Ils nous ont mis en bateau depuis toujours parce qu'ils nous disaient que tout le temps l'Avantime ça allait marcher et tout ça, qu'il y avait la M72 qui allait reprendre. Et puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'ils nous ont menés en bateau depuis le début. Matra achète la paix sociale en proposant de généreuses indemnités de licenciement, environ 45 000 € par tête. Du coup, toutes les tentatives de mobilisation entamées par les syndicats sont vouées à l'échec. Eh bien, Carlier, il faut l'inviter ici, puis il faut le bloquer un week-end. Ouais, là, qu'il n'ait pas à bouffer ni rien du tout. Un verre d'eau, un morceau de pain, point barre. Et encore. Alors, je pense qu'il a compris. On va le chercher. Vendredi, on va à Paris. À plusieurs reprises, Force ouvrière et la CGT essaieront d'organiser des descentes au siège du groupe Lagardère ou au salon de l'auto. Tentatives qui avorteront à chaque fois, faute de volontaires. Dans le même temps, Lagardère cherche un repreneur pour Matra. Pendant les négociations, Romorantin patiente. Surtout, ne bougez pas. Lagardère est là et il va vous sauver. C'est le discours qui a été tenu chez PEDA, à la Case, chez Moulinex, et on en voit le résultat. Ah bien ça a été très bien organisé, ça c'est certain qu'à ce niveau-là, je veux dire, à tout moment, dès l'instant que les salariés avaient un doute, il y avait toujours une note pour assurer les salariés en leur disant il y a un repreneur, on en sait souvent Mercedes, tout ça, qui avait quand même un certain crédit quand même sur la place publique, ce qui faisait que ça rassurait les gens. Rassurés, les ouvriers ont gentiment attendu jusqu'en février 2003. À cette date, Matra annonce la fermeture de l'usine et la suppression des 1000 emplois restants, à l'exception de l'activité pièces détachées, une obligation légale. « 30 ans d'histoire qui s'arrêtent d'un coup. Matra Auto s'était installé à Romorantin en 1964, employant jusqu'à 3000 personnes à sa meilleure période. 3000, c'était aussi le nombre d'emplois induits, 875 000 espaces produites, des milliards de francs de profit, et puis plus rien. Silencieux, les salariés n'ont pas su empêcher la fermeture de l'usine. Les élus locaux, qui sont pourtant des professionnels de la parole, n'ont pas fait mieux. Par exemple, le maire de Romorantin. De nombreux employés de Matra se demandent aujourd'hui s'il a défendu leurs intérêts ou ceux du groupe Lagardère. Vous avez une maison qui est prospère parce qu'elle fabrique 200, 300 voitures jour. On lui retire cette fabrication, il n'y a plus rien. Mais si, il y a l'Avantime. On pense que l'Avantime, on va pouvoir en vendre 140. Patatras, on n'en vend pas 140, on en vend que 30. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, la responsabilité est chez Renault. Ils ont signé un contrat. Ils doivent commander la fabrication de voitures à Romorantin pour assurer demain l'avenir d'un redéploiement d'un Matra automobile autrement sur d'autres produits. Aujourd'hui, la responsabilité centrale, elle est là. Et pour que Matra automobile continue à vivre demain, il faut que Renault assume la commercialisation de l'Avantime. À chacune de ses apparitions publiques, Jeannie Lorgeau concentre ses critiques sur Renault, jugé seul responsable de la délocalisation de l'espace vers l'usine de Sandouville en Seine-Maritime. En oubliant un peu vite que cette décision est aussi celle du groupe Lagardère qui voulait se désengager de l'automobile. Aujourd'hui, cet ancien salarié de Lagardère, jusqu'en 85, est contraint au grand écart. Comment minimiser la responsabilité de son ancien patron tout en expliquant à ses administrés qu'il se battra contre lui pour exiger des indemnités de compensation. Dégage de là, espèce de saloperie. C'est toi la saloperie. C'est toi. Menteur, connard. Il faut donc que nous puissions saisir le Premier ministre parce que le gouvernement est, à une part,
principal dans le capital de Renault, que Renault a une responsabilité dans ce dossier. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Au Parti socialiste, Jeannie Lorgeau n'est pas le seul à accuser Renault et son actionnaire principal, l'État. Pour le président de gauche de la région centre, le gouvernement de droite de la France avait les moyens d'intervenir et d'empêcher la fermeture. Il n'est pas question que vous reveniez sur votre décision. Non. En 1997, lorsque la gauche était au gouvernement, elle n'avait pas pu empêcher Renault de fermer son usine belge de Vilvoorde. Curieusement, à cette époque, l'État ne pouvait pas tout. Il existe pourtant un homme qui a toujours affirmé que l'État allait intervenir pour sauver les emplois. Patrice Martin-Lalande, député UMP du Loir-et-Cher. Présent dans les manifestations aux côtés des salariés, présent aussi à l'Assemblée nationale pour voter la réforme de la loi de modernisation sociale qui permet aux entreprises de licencier plus facilement. Nous savons que nous pouvons compter sur le soutien du gouvernement pour que, dans la limite de ses pouvoirs, ce n'est pas lui qui décide pour Renault, ce n'est pas lui qui décide pour Matra, il y ait véritablement la pression maximum exercée au bénéfice du bassin de Romorantin et des personnels qui sont touchés. Durant des mois, le député va multiplier les annonces comme celle-ci. En avril 2002, en pleine campagne présidentielle, Patrice Martin-Lalande envoie aux habitants de Romorantin un courrier signé Jacques Chirac. Le chef de l'État s'engage à intervenir auprès de Renault et de Lagardère pour sauver les emplois. Ensuite, en octobre, puis en janvier 2003, Jean-Pierre Raffarin déclare lui aussi qu'il va passer à l'action. C'est un dossier très important qui me tient très à cœur et pour lequel, d'ailleurs, je vais en parler avec les chefs d'entreprise tout de suite. Parole, parole. Derrière les annonces officielles, la réalité, l'État n'est pas intervenu auprès de Renault pour favoriser les ventes de l'Avantime et sauver Matra. Il ne faut pas parler de l'État dans les ventes de voitures. Les voitures, c'est un secteur particulièrement concurrentiel. L'important, c'est de faire de bons produits et que les clients en aient envie. Il n'y a pas de demande de l'État auprès de Renault pour sauver l'usine Matra Romorantin. Non, il n'y a pas de demande particulière. Surtout, ne bougez pas. Face aux réalités économiques, l'État n'a rien pu faire et son statut d'actionnaire principal de Renault ne lui a pas servi à grand-chose. Ne vous inquiétez pas, je vous rassure. Renault, il est bien évident que Renault s'est comporté en tant que société, en tant que société de type privé. Peu importe l'aménagement du territoire, la politique sociale, il faut réduire les coûts de fabrication pour résister à la concurrence de la main-d'œuvre des pays de l'Est. C'est pour cette raison qu'en 1996, Renault décide de récupérer à partir de 2002 la fabrication de l'Espace dans son usine de Sandouville. La nouvelle Espace, la Laguna, la Velsatis sont aujourd'hui fabriquées sur les mêmes chaînes. L'espace vraiment rentrant progressivement dans le paysage automobile, on s'est régulièrement posé la question de sa compétitivité, de son prix de revient. Et le fait que nous puissions rentrer l'espace dans une usine de très grande série de Renault et de partager la plateforme de cette voiture avec d'autres produits de Renault lui a apporté un bonus économique, si vous voulez, un gain de prix de revient extrêmement substantiel. Malgré les promesses et son statut d'actionnaire, l'État n'a pas infléchi la politique de Renault. Quant aux pressions évoquées vis-à-vis du groupe Lagardère, elles n'ont pas semblé évidentes pour la délégation d'élus locaux qui avait rencontré Jean-Luc Lagardère à la fin de l'année dernière. C'est une rencontre surréaliste, c'est-à-dire qu'on était parti, enfin moi j'étais parti en tout cas voir le chef de l'entreprise, le type qui allait se battre, le capitaine du navire qui allait nous expliquer comment on allait se battre pour ramener la tendance et sauver l'entreprise. Et en fin de compte, on est arrivé, on avait un type qui était gentil, courtois, qui nous a offert à boire, mais qui avait rien à dire, quoi. En gros, tout est foutu, c'est le marché qui commande, moi je sais pas faire, etc. Quand il le souhaite, les gouvernements ont pourtant les moyens de négocier avec Lagardère. Par exemple, pour lui éviter la faillite au moment du naufrage industriel de l'A5, ou encore pour le rachat du pôle édition de Vivendi Universal, ou pour lui faire un cadeau estimé à 300 millions d'euros au moment de la constitution du pôle spatial européen EADS. 300 millions d'euros, c'est exactement la même somme qui se trouve aujourd'hui dans les caisses de Matra Auto pour financer le plan de licenciement. Depuis plusieurs années, Matra avait arrêté d'investir dans l'usine pour mettre beaucoup d'argent de côté. Ça figurait, si vous voulez, dans les comptes des sociétés. C'est-à-dire qu'il y avait un reversement de dividendes. Ça veut dire qu'on limitait ses capacités d'investissement. C'est-à-dire qu'on donnait de l'argent, si vous voulez, aux actionnaires. On limitait ses capacités de production ou d'investissement pour l'avenir concernant l'automobile. Et ça correspondait, semble-t-il, à un choix du PDG du groupe Lagardère de se séparer de son activité automobile.
Ces dernières années, Matra Auto restait une source de profit considérable, mais ce n'était plus une priorité en matière d'investissement. Pour Lagardère, l'automobile n'a été qu'un marchepied vers la notoriété et la fortune, une phase dans la conquête de son empire médiatique. En 1964, ce sur quoi je démarre avec Matra, je le répète, c'est la défense, c'est la haute technologie. Mais la défense, c'est un champ noble mais limité, et qui a une image... la défense, c'est quand même un peu la guerre, c'est la guerre froide en 64 et tout. Et je veux attirer, je veux développer le groupe avec de la matière grise et créer un réservoir de matière grise important. Et pour cela, je veux que Matra soit un nom qui frappe. Une fois l'objectif atteint, Jean-Luc Lagardère pouvait ensuite casser les joies qui l'avaient fait rêver, se débarrasser des branches mortes du siècle passé et léguer son empire à son fils. Je voudrais simplement vous citer une toute petite phrase que mon père m'avait laissée sur un petit papier il y a un certain temps et qui me disait « Chacun agit en toute liberté, écoutant sa conscience et c'est bien ainsi. J'agirai donc en toute liberté, en écoutant ma conscience et ce sera bien ainsi. » Ils étaient aujourd'hui à la préfecture du Loir-et-Cher en présence d'Armand Carlier, le PDG de la société. Objectif, discuter des propositions sociales du plan. Une réunion importante après la tenue hier d'un énième CCE à Trappes. Actuellement à Blois, la réunion se poursuit. Élodie Bessarias, Sylvain Adelin. 14h cet après-midi, les salariés de Matra réservent un accueil glacial à leur PDG. Devant la préfecture de Blois, ils sont près de 300 à l'attendre sous la pluie, plus soudés mais aussi plus remontés que jamais. On est beaucoup plus nombreux et on est motivés, on veut plus se laisser faire. On nous a amenés en bateau trop longtemps et là on n'en peut plus et là on est vraiment très en colère. Difficile a priori de remettre en cause l'issue vers laquelle se dirige l'usine, celle d'une fermeture. Aujourd'hui, les derniers enjeux à négocier pour les 950 salariés sont donc les primes de licenciement, les aides au reclassement et la réparation du préjudice moral, un point difficile à chiffrer. La légitimité des salariés, c'est d'obtenir de l'argent, mais de l'argent, ça ne veut rien dire l'argent. Hein. Les sommes qui ont été négociées jusqu'à maintenant, ça représente 3 années de rémunération. Ça veut dire qu'au bout de 3 années, les salariés auront du mal à honorer leur maison, l'éducation de leurs enfants. Donc c'est un préjudice, c'est énorme. À 14h30, la 7e réunion de négociation commence, sans qu'aucune des parties ne sache exactement à quoi s'attendre. Les discussions devraient se prolonger tard dans la nuit. C'est sans doute l'une des dernières rencontres de la direction et des 30 représentants syndicaux. Les salariés devraient recevoir leur lettre de licenciement début juin. Deuxième partie du 12-14. Le troisième et dernier volet du dossier sur le planning familial sera consacré à la question de la relation entre islam et sexualité. Malek Chebel, islamologue et anthropologue, est notre invité, mais tout de suite l'actualité, elle est sociale tout d'abord. Mobilisation dans la dernière ligne droite des salariés de Matra. C'était hier à l'occasion d'une réunion en préfecture à Blois, la 7e réunion. Des représentants des syndicats négocient avec la direction les conditions financières des départs du millier de salariés licenciés. Alors les discussions se sont suivies ce matin. L'indemnité de licenciement dont le montant est fixé à 45 400 € serait rallongée de 1 000 € supplémentaires. Une nouvelle proposition de la direction jugée intolérable par les salariés. Sur place, la situation est très tendue et les salariés sont en ce moment même réunis dans l'entreprise. L'une de nos équipes est sur place mais n'a pas eu l'autorisation de filmer. Notre invité est alors Armand Carlier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Matra Automobile. Alors ça fait un certain temps qu'on voulait vous inviter. Tout d'abord, on donne des chiffres. Quels sont les vôtres ? Nous avons, comme vous l'avez dit, eu hier soir et jusqu'à une heure avancée de la nuit, une discussion avec nos partenaires sociaux. Je précise d'ailleurs que c'était la 7e réunion de négociation. Nous avons eu en plus 5 réunions de comité central de l'entreprise. Ceci simplement pour témoigner quand même de la bonne tenue du dialogue social et rendre hommage par là même d'ailleurs à nos interlocuteurs, nos partenaires sociaux qui, je veux dire, ont su conduire avec responsabilité toutes ces discussions. Alors, il y a deux interprétations, excusez-moi, sur cette 7e réunion. Il y a deux interprétations. C'est louable, mais en même temps, cette réunion, pour arriver à se mettre d'accord, ça veut dire que... Bien entendu, je n'ai pas l'ambition, lors des ultimes propositions, dont le détail duquel nous allons rentrer dans une minute, je n'ai pas l'ambition d'avoir évidemment satisfait l'intégralité des revendications qui s'étaient exprimées. Cela étant, nous avons souhaité hier soir, tenant compte encore une fois des différentes remarques qui avaient été faites. Pour un exemple, les plus de 50 ans, on nous avait dit, sûrement à juste titre, il faut mieux traiter les salariés de plus de 50 ans. Nous avons souhaité faire des propositions ultimes. Vous êtes rejoint cela pour un syndicat. FO semble favorable justement à cette vision.
Absolument, mais il n'est pas le seul. Il y a également d'autres partenaires sociaux qui nous ont fait des remarques dans ce sens, dont nous avons tenu compte. Alors, nous sommes maintenant arrivés, il faut savoir terminer une négociation. Alors, nous sommes maintenant arrivés à un niveau, un niveau financier en particulier, qui est tel que, je dirais, en employant une expression un peu commune, nous sommes au taquet. C'est-à-dire que nous avons donné à l'ensemble de nos partenaires sociaux l'intégralité de ce que nous pouvions faire. On arrive tout de même à des traitements. Bah, écoutez, vous avez cité tout à l'heure un chiffre de 2000 €, Benoît le corriger. Il faut savoir aujourd'hui, compte tenu des propositions qui ont été faites hier soir, un ouvrier, quelqu'un du premier collège, mais pour faire simple et compréhensible par tout le monde, je dirais quelqu'un du premier collège, un ouvrier de plus de 50 ans, précisément à Romorantin, en moyenne, quittera l'entreprise avec en poche, c'est-à-dire avec en net, je dis même net de CSG, de CRDS, l'équivalent de 529 000 francs. Bah, il faut connaître un peu ces chiffres. Alors, un salarié moyen de moins de 50 ans, parce que vous allez me dire, bon, bah, peut-être que seuls ceux-là sont traités, le chiffre moyen pour les salariés de Romorantin, là, toutes catégories confondues, ETAM, etc., sera supérieur à 400 000 francs. Je parle en francs parce que bon, beaucoup de nos concitoyens et nos partenaires sociaux n'hésitent pas et nous-mêmes à s'exprimer comme cela. Juste avant de vous laisser continuer, sur ces chiffres, on va écouter la réaction des représentants syndicaux, de Monique Prodhomme, qui est représentante du syndicat Force ouvrière, mais avant cela, de Jean-Pierre Lecomte, secrétaire du comité d'établissement et élu CGT. La direction a tenu compte quand même des propositions qui ont été formulées par l'unité syndicale et on ne peut pas reprocher à la direction de ne pas avoir fait de proposition. Maintenant, c'est aux salariés de réfléchir et par voie de référendum de communiquer la réponse, justement pour savoir si on continue à jouer la montre, c'est-à-dire soit on remet en cause le calendrier, soit on accepte déjà le premier bilan des propositions d'hier. Et suite à ce que les salariés viennent de dire, ce qu'on souhaiterait, c'est que Renault, qui est quand même responsable de la situation de Matra Automobile, puisque aujourd'hui dans le bilan, Renault n'a pas mis un centime, mis à part le projet des transferts de salariés de Matra chez Renault, mais c'est pas du tout acceptable. Et concernant le préjudice, il faut absolument que Renault se sente responsable financièrement du séisme du bassin de l'emploi. Nous, à FO, on a toujours eu cette ligne de dire qu'étant donné qu'on avait quitté l'unité syndicale parce qu'on n'était pas d'accord avec leur façon de procéder, qu'on n'entraverait pas en tout cas leur démarche puisqu'ils ont la représentativité du personnel. Donc, mais par contre, ce qui est certain, quelle que soit la décision, s'ils refusent les 9 millions d'euros, ben, ils les refusent. S'ils les acceptent, nous, on n'acceptera pas par contre, et clairement dit qu'on touche aux sommes qui sont quand même très minimes, qui ont été allouées au personnel de 50 ans. Je ne crois pas que ça soit très correct de dépecer Pierre pour habiller Paul, sachant que de toute façon, pour les gens qui sont en dessous de 50 ans, ça ne leur fait, c'est vrai que c'est pas beaucoup, 3 000 € supplémentaires, mais si on en enlève au personnel âgé, ça ne leur fera guère plus. Et par contre, ça mettra les gens de 50 ans et plus dans des situations pour certains très dramatiques. Vos propositions suscitent forcément des réactions, on a entendu celles des salariés et celles du grand public qui, moralement, va se dire mais c'est un grand groupe et finalement, il ne veut pas, vulgairement, allonger plus. Les sommes que j'ai indiquées dans l'opinion, quand nous demandons aux gens un petit peu ce qu'ils en pensent, vous savez, il n'y a pas beaucoup de plans sociaux aujourd'hui où on offre d'abord à tous les salariés une possibilité de reclassement chez Renault avec l'intégralité de son salaire, l'intégralité de son ancienneté, de sa catégorie professionnelle et package auquel nous rajoutons 40 000 €, entre 40 000 et 50 000 €, ça dépend là aussi de l'âge des salariés, d'indemnité, de transfert, disons, de déménagement. Mais pour les salariés, ça reste un peu flou, cette question de Renault. Il y a des ultimatums, il faut faire des choix rapidement. On est dans un bassin de population où c'est pas très simple, on a fait construire, il faut revendre. La mobilité, c'est quelque chose qui n'est pas si simple. Et en plus, il faut croire Renault. Nous sommes conscients que, naturellement, la mobilité est quelque chose qui peut poser des problèmes. C'est la raison pour laquelle, même si l'argent ne résout pas tout, et je ne voudrais pas surtout qu'on croie que notre dispositif social, c'est uniquement des chèques. Nous avons un effort de reconversion industrielle du bassin d'emploi qui est considérable. Nous avons un effort d'accompagnement des salariés qui resteront à Romorantin, ceux qui ne voudront pas bouger, qui est également considérable. Nous ne laisserons personne face à son problème d'emploi. Il faut que les salariés le sachent. Pendant 24 mois, nous aurons des personnes de Matra, des cadres de Matra,
plus de 30 conseillers qui aideront ces salariés à retrouver un emploi. Maintenant, pour répondre à votre question sur Renault, la parole de M. Schweitzer ne peut quand même pas être mise en doute. Tous les salariés qui ont émis une candidature jusqu'à présent, nous en plus de 50 à l'heure où je vous parle, visitent les usines où Renault est prêt et a pris l'engagement ferme de les reprendre, je le répète, avec un contrat équivalent en ancienneté, etc. Mais la parole de Renault, c'est aussi la commercialisation de l'Avantime. Et sur ce, cette parole peut être mise en doute? Non, parce que la commercialisation de l'Avantime, Renault ne peut pas remplacer à lui tout seul l'ensemble des consommateurs qui votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qui choisissent d'acheter ou de ne pas acheter une voiture. Oui, mais dans les concessions, il n'y avait pas une impulsion très très forte. On l'a constaté, nous avons fait des enquêtes. On peut effectivement débattre, c'est un peu une analyse un peu du passé, je préfère personnellement me projeter vers l'avenir. C'était juste un commentaire sur la parole de Renault. Oui, tout à fait, mais en tout cas, Renault en l'occurrence offre à tous les salariés de Romorantin qui sont prêts à se déplacer, et nous les aidons financièrement pour cela, un travail, un job équivalent à celui qu'ils avaient. J'ajoute enfin que l'effort que fait le groupe, qui se monte à plus de 130 millions d'euros, l'ensemble du dispositif que je vous décris se monte à 130 millions d'euros, chacun peut comprendre qu'il y a une limite là encore financière, sans dépasser les grands équilibres, fût-ce d'une brillante société du CAC 40. Le groupe Lagardère, Jean-Luc et Manuel Lagardère, ont souhaité que le maximum soit fait sur le plan humain, sur le plan du traitement social, pour faire face au désarroi que nous comprenons, bien entendu. J'ai un immense respect pour ce qui a été exprimé par les représentants syndicaux que vous avez interviewés, un immense respect pour le désarroi ou la détresse qu'ont pu causer des projets de désindustrialisation de cette importance. Soyez assurés, en tout cas, et je pense que l'ensemble des salariés le sont, de l'engagement total de notre groupe pour assurer la réussite de ce plan de reconversion industrielle. Alors, 2 points. Contrat de site, vous êtes sollicité par l'État pour mettre la main à la poche. Combien? De l'ordre de 10 millions d'euros. Et à l'heure où nous parlons, c'est d'ailleurs notre contribution est pour l'instant la seule. C'est un peu normal, vous me direz, compte tenu des événements, et la seule qui soit manifestée. Nous négocions à l'heure actuelle, nous sommes dans la phase finale de négociation. Je pense que d'ici fin mai, j'aurai conclu avec le préfet du Loir-et-Cher, le président de l'État, qui est donc M. Cabane, préfet du département, une convention dite article 118 de la loi de modernisation sociale, qui prévoira des volets en matière de formation. Je peux déjà vous indiquer en avant-première qu'une plateforme de formation interprofessionnelle à Romorantin sera entièrement financée par l'entreprise, par nous-mêmes. La cession de terrain, bien entendu, qui permettra d'offrir une offre immobilière particulièrement attractive pour Romorantin. L'intervention, enfin, d'une société de reconversion les exemples de succès existent dans ce domaine, de reconversion dans ces différents bassins, peut être l'occasion d'un nouveau départ pour cette région malheureusement aujourd'hui atteinte. Armand Carlier, je vous remercie. Merci à vous. Ton schéma Matra se durcit. Après la réunion marathon de la nuit dernière, de nouvelles propositions ont été faites aux salariés. 3 000 € de plus pour l'indemnité de licenciement, une mesure que les syndicats devront encore examiner. Retour sur les dernières 24 heures, peut-être décisive pour la suite. Élodie Besserias, Karine Dubois. Ambiance tendue chez Matra ce matin. La nuit dernière a été longue, les négociations avec la direction éprouvantes. À l'usine, les délégués syndicaux expliquent l'état d'avancement des négociations sociales du plan. Les réactions sont plutôt mitigées. La réunion d'hier soir a apporté 9 millions d'euros en proposition. Dire qu'on est satisfait, on ne peut pas dire ça, parce qu'on aurait certainement pu, je pense, avoir davantage en négociant beaucoup plus tôt. C'était une réunion de négociation importante. Pour moi, c'était vraiment la première. Et effectivement, par rapport à la précédente réunion avec Armand Carlier, il y a eu un certain nombre de propositions non négligeables, bien entendu nettement insuffisantes par rapport à l'attente des salariés, mais quand même non négligeables. L'essentiel des propositions porte sur les indemnités de licenciement. Au-delà des 45 400 € déjà accordés par la direction, les syndicats ont obtenu une rallonge de 3 000 € pour tous les salariés. Les plus de 50 ans bénéficient d'un plus. Leurs indemnités seraient de 10 600 € et même de 14 600 € s'ils sont ouvriers. La direction a prévenu, elle n'engagera pas davantage d'efforts. Le PDG a toutefois proposé aux syndicats de revoir la répartition de cette somme, mais pour FO, pas question de toucher aux indemnités réservées aux plus de 50 ans.